Europe 1, Raphaël Duchemin. 8h18 sur Europe 1. 1h30 de discours devant le Congrès. Emmanuel Macron a-t-il convaincu ? C'est au président du groupe Les Républicains au Sénat que je vais poser la question ce matin. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Raphaël Duchemin. Merci d'être avec nous. Vous attendiez qu'Emmanuel Macron donne du sens à son action hier à Versailles. C'est ce que vous aviez dit. Vous estimiez que comme ça coûte cher, il ne fallait pas que ce soit juste de la mise en scène. Est-ce que, si j'ose dire, vous en avez eu pour votre argent ? En matière de longueur du discours, bien sûr, beaucoup trop long. Non, 1h30, c'est ne pas respecter son auditoire. Surtout, il a voulu parler de tout et il a finalement rien dit. Rien de précis, ni rien de concret. Il a ouvert beaucoup de portes et il y a eu beaucoup de considérations générales, aussi vastes pratiquement que la vaste galerie des glaces du palais de Versailles. Non, moi je pense qu'en un an, les choses ont beaucoup changé. Son élection avait fait naître un espoir. Désormais, les Français sont passés de cet espoir à un doute et il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu parce qu'il y a des secteurs sur lesquels il n'aime pas s'exprimer. Par exemple, sur le régalien, sur la justice. Je trouve qu'on n'a pas tourné la page du laxisme de Mme Taubira. Quels ont été les éléments en matière de justice qui... Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Vous savez, le Sénat a lancé une commission d'enquête parce qu'en 2017, il n'y a jamais eu autant de suicides de forces de l'ordre, de policiers, de gendarmes. Et un rapport qui a été publié hier, la semaine dernière par Le Figaro. Exactement. Et dans le malaise des forces de l'ordre, on trouve justement cette perte de sens quand on arrête des délinquants pour les retrouver quelques jours plus tard libres. C'est profondément désespérant. Je trouve que le passage sur l'islam est inquiétant parce qu'un islam de France, pour moi, c'est dangereux. C'est dangereux que la République ne se mêle de choses dans lesquelles elle n'a rien à voir. Parce qu'on est là encore dans la séparation entre le pouvoir de l'État et le religieux. On a la loi de 1905. Alors je sais, certains se réfèrent à Napoléon pour dire, regardez, il avait organisé la religion juive. Bien sûr, mais on était à l'époque sous un régime concordataire. C'était il y a 2 siècles, c'était Napoléon. Désormais, il y a la loi de séparation. On a changé d'époque, il faut passer à autre chose. D'ailleurs, je trouve qu'il a un logiciel, alors qu'il nous promet des aubes nouvelles. Il promettait le nouveau monde. Mais je trouve qu'il est à contre-temps de l'histoire sur un certain nombre de points. Quand il parle du progressisme, il faut se rappeler que c'est la Troisième République qui en parlait beaucoup. Quand il parle de l'État-providence, c'est quoi l'État-providence ? Je pense qu'il faut un nouveau pacte social. L'État-providence, c'est le XXe siècle, voyez. Et je crois qu'aujourd'hui, si on veut être utile aux Français, on le verra d'ailleurs sur les retraites, si on ne dit pas aux Français, si vous voulez la prospérité, si vous voulez ce que je souhaite, moi, un modèle social protecteur, il faudra sans doute mettre plus de quantité de travail au cours d'une vie. Par exemple, le départ légal de la retraite à 65 ans, ou alors revenir sur les 35 heures, parce que si on ne fait pas ça, les Français s'appauvriront et demain, on ne pourra pas se payer les retraites ou même des traitements contre le cancer. J'entends ce que vous dites, Bruno Retailleau. Néanmoins, il a dit aussi pas de nouvelles aides, pas de redistribution classique, un accompagnement, stopper les inégalités croissantes, défendre un modèle français qui exige que ce ne soit pas la chance, les réseaux ou la naissance qui commandent, mais le mérite, l'effort, les talents. Ce sont des idées, que vous auriez pu défendre. Ça fait sens, ça fait écho chez vous, chez les Républicains ? Loin de moi l'idée de dire que dans 1h30 de discours, il n'y a pas des phrases dans lesquelles je me retrouve. Lorsqu'il dit par exemple qu'on ne peut pas aider les salariés en enfonçant les entreprises, c'est pour moi une évidence. C'est important de le rappeler. Simplement, il se paye de mots, voyez. Il se paye de mots. Et il a parlé de la dépendance. Très bien. Quel budget ? Quel calendrier? Quelle modalité? On peut discourir. On peut même faire des citations. L'important, c'est qu'aujourd'hui, dans le doute que les Français expriment, c'est qu'ils ne se payent plus de mots. Ils veulent désormais des actes forts en matière économique, parce qu'ils ont perdu du pouvoir d'achat. Quand on fait le plein de gazole ou d'essence, quand on est notamment dans cette France rurale et qu'on est désormais limité sur des voies qui sont très sûres à 80 km/h, les Français en ont marre. Et ils ont le sentiment, partagé par une grande partie des classes moyennes, qu'Emmanuel Macron travaille pour ceux qui réussissent, pour ceux qui sont les grands gagnants de la mondialisation. Il faut qu'il rééquilibre, de façon plus juste sa politique. Bruno Retailleau, est-ce qu'il va falloir à nouveau réunir le Congrès, dites-moi, pour faire face à la réforme constitutionnelle? Écoutez, parmi les points qui m'ont choqué hier, vous avez commencé à travailler sur ces textes-là? Absolument. Il en a rajouté hier. Soudain,
il a indiqué qu'il demanderait au gouvernement de modifier le texte constitutionnel pour que les parlementaires puissent au Congrès lui répondre. En réalité, c'est un clin d'œil à Jean-Luc Mélenchon. C'est toujours le même petit jeu entre eux, c'est-à-dire que Emmanuel Macron choisit ses opposants. Oui, et il choisit ses opposants les plus radicaux possibles, pour que l'alternance soit impossible. Mais vous aussi, vous pourrez lui répondre. Non, avec lui. Je vais vous dire, c'est une proposition parfaitement fantaisiste. Pour quelle raison ? Tout simplement parce qu'elle touche à l'ADN, au cœur de l'équilibre des institutions de la Ve République. Tout simplement parce que le Premier ministre, lui, est responsable devant le Parlement, devant les parlementaires. C'est au Premier ministre d'assumer cette fonction. Le Président de la République est, lui, responsable devant le peuple. Ce que propose Emmanuel Macron, c'est une sortie de régime, une sortie de la Ve République. Il ne se contente plus d'être un président monarque, il veut cumuler et être un président Premier ministre. Et ça ne se fait pas. J'ajoute que... Mais c'est une évolution qui avait été suggérée en commission des lois, qui avait d'ailleurs été rejetée. Qui a été rejetée par le rapporteur général pour la réforme constitutionnelle, qui n'est autre que M. Richard Ferrand, qui est le patron du groupe En Marche. Donc et il avait expliqué le mal. Il a expliqué tout. Ben, c'est un changement de pied. Qu'est-ce que ça signifie ? D'abord, c'est le fait du prince. Monsieur Macron décide un jour, en se levant, qu'il doit modifier la Constitution. Et puis, encore une fois, une Constitution, ça n'est pas fait pour répondre du tac au tac à Monsieur Mélenchon. C'est pas ce que j'attends d'un chef de l'État. Et il faut être précautionneux dès lors qu'on parle et qu'on veut modifier la Constitution. Vous disiez il y a quelques jours que les conditions n'étaient pas réunies, les conditions d'un accord pour faire aboutir une révision constitutionnelle. C'est toujours le cas aujourd'hui ? Il y a deux garanties que nous demandons, alors en plus de celle qui vient d'ailleurs de s'ajouter hier, mais c'est pas de notre fait, vous l'avouerez. C'est quoi ? C'est la question de la procédure parlementaire qui va être la plus discutée ? Il y a deux garanties. Vous savez que sous la Ve République, le Parlement est très faible. Toutes les révisions, il y en avait plus de 20. Toutes ont essayé de revaloriser le rôle du Parlement. Et là, Emmanuel Macron essaie de concentrer encore plus de pouvoir entre ses seules mains. Donc, nous, on veut une garantie en termes de droit d'amendement. Vous ne voulez pas perdre, vous, Sénat, du pouvoir, c'est ça ? C'est pas cela. C'est pas pour nous, c'est pour les Français. Parce que si on veut que la loi soit bien faite, il faut qu'on demande des efforts au Parlement et des efforts au Président de la République, au gouvernement. Je vais vous citer simplement un point. On dit que la loi est trop longue à être votée. Elle prend un peu plus de 5 mois. Vous savez que les décrets d'application de la loi, qui sont du fait du gouvernement, mettent plus longtemps à être pris que la loi elle-même. Donc vous voyez bien qu'il faut que les efforts soient partagés entre l'exécutif et le Parlement. Première garantie, ne pas affaiblir le Parlement, c'est-à-dire la démocratie. Deuxième garantie, c'est les territoires. Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait une baisse de parlementaires. Simplement, il faut que cette baisse puisse s'accompagner d'une bonne représentation des territoires pour que dans ces territoires ruraux qui n'ont déjà plus de médecins, qui n'ont plus de commerçants, qui n'ont plus d'instituteurs, de facteurs, il puisse y avoir des voix à Paris qui les défendent. Ce qui fait peur, c'est un seul sénateur par département. Ce qui me fait peur, par exemple, c'est sur 40 départements, un seul parlementaire, un seul sénateur. Ce qui fait que leurs concitoyens n'auront plus ce contact-là. Ils se diront très vite, mais alors à quoi sert-il ? Et on va alimenter, ce faisant, non seulement la fracture territoriale, mais aussi la crise démocratique française. Bruno Retailleau, je ne peux pas vous laisser partir sans vous demander votre pronostic pour ce soir, évidemment. 2-1. France-Belgique, 2-1 pour les Français. Pour les Français, bien sûr. Merci Bruno Retailleau d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Europe 1.